Électrochoc, le podcast des électrons libres. Conservateur, pas de panique. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une question qui a fait pas mal de bruit récemment. Les conservateurs alimentaires sont-ils vraiment les grands méchants de nos assiettes ? C'est une excellente question, Max. On a vu passer des titres un peu alarmistes qui lient ces additifs au cancer ou au diabète. Alors, on a décidé de prendre un peu de recul et de regarder ça de plus près, avec nuance et sans céder à la panique. Exactement. Pour commencer, il faut rappeler à quoi servent ces fameux conservateurs. Leur rôle premier, c'est d'empêcher les bactéries et les moisissures de se développer dans nos aliments. Ils garantissent la sécurité sanitaire de ce que nous mangeons et prolongent la durée de vie des produits. Et ça, c'est un point crucial. En luttant contre les contaminations, ils nous protègent de maladies qui peuvent être très graves. Et en plus, ils permettent de réduire massivement le gaspillage alimentaire, qui est un enjeu écologique et économique majeur. Tout à fait. Mais alors, d'où vient cette inquiétude ? Elle s'appuie sur des études épidémiologiques, notamment une grande étude française qui suit des dizaines de milliers de volontaires depuis des années pour analyser leurs habitudes alimentaires et leur santé. C'est une mine d'or d'informations. Les chercheurs ont analysé les données de plus de 100 000 personnes et ont observé des associations statistiques. C'est là que le mot « association » est très important. Explique-nous pourquoi, Céleste. C'est le cœur du sujet. Une association ou une corrélation, ça n'est pas une preuve de cause à effet. L'étude montre que les personnes qui consomment le plus de certains conservateurs ont un risque légèrement plus élevé de développer certaines maladies. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les conservateurs qui sont directement la cause. C'est un peu comme si l'on observait qu'il y a plus de noyaux quand les ventes des glaces augmentent. Ce ne sont pas les glaces qui provoquent les noyaux, c'est la chaleur qui fait que les gens mangent plus de glace et qu'ils vont plus se baigner. C'est une parfaite analogie. Ici, c'est pareil. Prenons l'exemple des nitrites et des nitrates. L'étude les associe à un risque accru. Or, où trouve-t-on principalement ces conservateurs ? Dans les viandes transformées, comme la charcuterie. Et on sait déjà par de nombreuses autres études qu'une consommation élevée de charcuterie est un facteur de risque pour certains cancers. Il est donc très difficile de démêler l'effet propre du conservateur de l'effet de l'aliment qui le contient. Exactement. Même chose pour les sulfites, qu'on trouve beaucoup dans les boissons alcoolisées. L'alcool est un facteur de risque de cancer bien connu et solidement établi. Isoler l'effet du sulfite de celui de l'alcool est un vrai verre-tête scientifique. Donc, si je résume, on a des signaux statistiques, mais qui sont modestes et qui pourraient être expliqués par d'autres facteurs liés au mode de vie global des participants. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, il faut remettre les chiffres en perspective. Pour le cancer, l'étude parle d'une augmentation du risque d'environ 16% entre les plus faibles et les plus forts consommateurs de certains conservateurs. 16%, ça peut paraître beaucoup, mais il faut regarder le risque absolu. Concrètement, à 60 ans, le risque de développer un cancer passerait de 12,1% à 13,3%. C'est une augmentation, certes, mais elle reste faible. Très faible, surtout si on la compare au vrai poids lourd des facteurs de risque. Le tabac, par exemple, multiplie le risque de cancer du poumon par 20 ou 30 fois. On n'est absolument pas sur les mêmes ordres de grandeur. Et il y a un autre point important à souligner dans cette étude. C'est que pour la majorité des conservateurs analysés individuellement, les chercheurs n'ont trouvé aucune association avec un surrisque de cancer. 11 sur 17 pour être précis. C'est un détail qui a son importance. Ça montre bien qu'on ne peut pas mettre tous les conservateurs dans le même panier et qu'il faut éviter les généralisations hâtives. Alors, au final, que doit-on retenir de tout ça ? Faut-il se mettre à traquer le moindre code E sur les étiquettes ? Je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Ces études sont utiles pour la recherche. Elles ouvrent des pistes qui méritent d'être explorées en plus profondeur avec d'autres populations sur des durées plus longues. Mais pour nous, au quotidien, le message principal ne change pas. Et quel est ce message ? Le conseil le plus solide et le plus pragmatique reste de privilégier une alimentation variée et équilibrée. Manger un maximum de produits bruts peut transformer des fruits, des légumes, des légumineuses, cuisiner soi-même autant que possible. En somme, plutôt que de se focaliser sur un ingrédient ou un additif en particulier, il vaut mieux regarder son alimentation dans sa globalité.
Exactement. Et ne pas oublier les fondamentaux de la prévention en santé. Ne pas fumer, modérer sa consommation d'alcool et avoir une activité physique régulière. Ce sont ces leviers qui ont un impact prouvé et massif sur notre santé, bien plus que la consommation de tel ou tel conservateur. Donc, pas de panique, les conservateurs rendent des services précieux pour notre sécurité alimentaire et contre le gaspillage. Les signaux observés sont intéressants pour la science, mais ne justifient pas une anxiété démesurée. C'est la conclusion la plus sage. L'important, c'est l'équilibre général de notre mode de vie. Manger une tranche de jambon ou un plat préparé de temps en temps ne va pas ruiner notre santé si à côté de ça, notre alimentation est globalement saine et variée. Merci beaucoup Céleste pour cet éclairage clair et nuancé. On retient donc variété, modération et vision d'ensemble. Avec plaisir, Max. C'est la clé pour naviguer sereinement dans le monde parfois complexe de la nutrition. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.